En 1689, Molineux a formulé une expérience intéressante. Si nous prenons une personne aveugle de naissance, qui n'a appris à appréhender le monde qu'au travers du toucher, si elle retrouve la vue et qu'on lui présente une sphère et un cube, sera-t-elle capable de comprendre quels sont ces objets en transférant sa connaissance d'une connaissance tactile à une connaissance visuelle? En 2003, un chercheur du MIT a pu conduire cette expérience et constater que non, un aveugle de naissance ne pourra pas transmettre ce genre de compétences. Notre perception de la 3D avec nos yeux nous paraît évidente, mais en fait, pas du tout. Et si cela n'est pas évident pour nous humains, c'est encore plus compliqué pour la machine. Mais alors, comment faire comprendre le volume à un ordinateur? Le radar est-il la seule solution? Et surtout, si tout ordinateur gagne la vue, mon ordinateur vieillissant aura-t-il besoin d'un chien aveugle? Pour répondre à ces questions de vue, je ne reçois pas Lincé, mais il s'y connaît en œil de lynx. Sylvain, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, je m'appelle Sylvain Duchesne, je suis le CTO de Check & Visit. J'ai passé une dizaine d'années en computer vision, en R&D et en produits industriels, mais surtout d'innovation et de recherche. Et voilà, j'ai eu un passé pas mal orienté aussi sur computer graphics avant de faire de la computer vision, donc l'inverse. Computer graphics, on fabrique une image de synthèse. Computer vision, on va essayer de créer en fait une image, on va dire un modèle 3D dans notre cas aujourd'hui, à partir d'un ensemble de photos. Ouais. Oui, donc ça veut dire une compréhension de la profondeur et des différents éléments qui constituent un paysage, on va une dire. manière de représenter. Ouais. Du coup, alors tu me parlais, donc c'est une norme, c'est une techno qui s'appelle NeRF, c'est ça? Alors, NeRF, les Neural Radiance Fields, en fait, oui, c'est une techno. C'est pas une techno, c'est vraiment un modèle de représentation qui a émergé il y a 2 ans maintenant, par des gens de Google et du MIT essentiellement. Et c'est des réseaux de neurones. Ok. Le but, c'est comment tu apprends. L'origine de NeRF, c'est comment, à partir d'un ensemble de photos, tu vas entraîner un réseau de neurones à être capable de régénérer une image à partir des images d'entraînement que tu lui as données. Donc c'est un MLP, donc un multilayer perceptron, donc c'est vraiment la grosse black box des réseaux de neurones de base qui est utilisée pour contenir la scène. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, de NeRF d'il y a 2 ans. Ça mettait 24 heures. Il y a à peu près 1 an, NVIDIA a sorti une manière d'optimiser. On est tombé à... Alors, juste du coup, sur ces 24 heures, est-ce qu'il fallait un nombre de photos minimum? Est-ce qu'il y avait des prérequis à respecter? Très mal optimisé, c'était Okay. pas bien. En fait, l'apprentissage d'une techno de ce type, c'est de construire des échantillons d'entraînement. Tes données d'entraînement, c'est une machine learning supervisée. Tu as les données d'entrée, tu connais les données de sortie, c'est un autre point de vue. Et en fait, tout bêtement, tu lui apprends à générer l'image d'entrée pour une position de caméra donnée. Et en fait, les positions des caméras, pour un point de vue, tu les connais à l'avance. Okay. Donc c'est vraiment du brute force, pur et dur, qui est utilisé, et de faire varier en fait, le réseau pour qu'il converge vers une minimisation d'énergie qui fait que l'image que tu génères depuis un point de vue ressemble à l'image d'entrée que tu vas donner. Très simple. Qu'est-ce que ça change ? C'est que précédemment, on n'utilisait pas des réseaux de neurones pour stocker une scène, on utilisait essentiellement des images ou des triangles texturés en computer vision, donc un ensemble d'images que tu allais venir mélanger pour avoir une représentation, ce qu'on appelle plutôt explicite. Donc tu as un signal, on va dire, analytique, et tu mélanges tes images avec une fonction qui permet de mélanger plusieurs images pour reproduire l'image d'entrée.
Et en fait, si tu reviens encore avant, on utilisait tout simplement un triangle texturé, donc les premières images de synthèse dont tout le monde peut avoir une trace, et Jurassic Park, les Terminator, voilà, toute l'industrie du film a énormément utilisé de triangles de base pour projeter tout simplement des textures dessus. Et donc, le computer graphics, à la base, c'était j'ai un triangle, 3 points, et mes 3 points correspondent dans cette image à 3 positions de pixels, et puis je vais venir interpoler en fonction de la taille de mon triangle mon image pour qu'il n'y ait pas, on va dire, d'aberration, de flou, parce que j'ai mal échantillonné ma texture pour la projeter sur mon triangle. Et après, derrière, on avait l'éclairage qui venait faire... est-ce que, en fonction de on va dire, l'éclairage incident sur ce triangle, quelle est la contribution d'éclairage que je reçois pour dire si j'ai une lampe qui est bleue, c'est du bleu fois la texture. C'était des modèles assez simples au tout démarrage. Et au fur et à mesure, Computer Graphics s'est consacré à, on va dire, régénérer générer des images de synthèse à partir de modèles très mathématiques. Et la Computer Vision s'est plutôt concentrée depuis 20 ans à partir d'un ensemble d'images. Je veux recréer un modèle 3D, une représentation de ma scène qui soit finalement une passerelle entre le passage du synthétique au réel. Parce que du coup, ce qui est différent du coup avec Nerf que tu évoques, c'est que c'est pas uniquement une modélisation 3D d'un espace, parce que par exemple si je prends le cas d'un radar, en fait je vais avoir une perception 3D de l'environnement, mais j'ai pas cette notion de la couleur d'un objet, son éclirage. Et c'est que toi avec Nerf en fait tu récupères aussi le côté texture, image, tu récupères tout. La partie représentation visuelle. Alors justement ça c'est tout l'intérêt de ce qui peut se faire en photogrammétrie, qui se fait toujours, c'est que tu vas capturer à partir d'un ensemble de photos, par exemple la table, plutôt même une façade de bâtiment. Une façade de bâtiment, c'est mieux, tu prends une vingtaine de photos, tu auras ta façade de bâtiment, tu veux l'ajouter dans ta scène synthétique pour faire un film, tu as ton fond vert typiquement. Puis là, en fait, tu vas te rendre compte que tu as des ombres partout parce que tu ne l'as pas pris dans les bonnes conditions d'éclairage. Donc tu vas t'arranger pour qu'il fasse gris le jour où tu prends tes photos pour pouvoir rejoindre un peu l'éclairage dessus. Ou alors, tant pis, tu vas payer un artiste pour enlever... les ombres qui sont déjà sur l'image. Ma thèse, c'était d'ailleurs enlever les ombres. C'était là-dessus que je bossais. Mais globalement, en prod, ils ne s'embêtent pas. Ils refont des textures, ils les reprojettent ou alors ils capturent par ton gris et ça va plus vite. Mais ça permet aussi d'avoir un suivi, tracking de la caméra par rapport au mouvement de l'acteur, typiquement. Nerf, en fait, ne va pas inverser ce processus. Nerf, ça va permettre de stocker, en fait, vraiment une représentation. Plutôt que d'avoir un nuage de points avec des triangles, on va compacter envers l'intégralité, la position du point X, Y, Z, et ça, on va dire, j'aime pas dire sa couleur, mais c'est vraiment sa radiance, sa réflectivité telle qu'elle a été capturée par la caméra, depuis l'angle de vue dans laquelle tu vas capturer. Donc la différence de Nerf, c'est que tu passes pas par du triangle pour avoir une belle représentation. Et donc Nerf, c'était 2019-2020 que ça commence à émerger. Maintenant, il y a encore d'autres techniques qui sont sorties depuis quelques mois qui n'utilisent pas de réseau de neurones basé multilayer perceptron, qui sont plutôt ce qu'on appelle des Gaussian splatting, et qui vont peupler ta scène d'un ensemble de petites Gaussiennes 3D que tu vas mettre partout. Et par contre, tu ne vas pas faire un apprentissage d'un multilayer perceptron, tu vas directement entraîner ton optimisation à reproduire les images d'entrée par rapport à la manière dont tu as peuplé ta scène de Gaussienne. Et donc c'est vraiment des Gaussiennes en 3D, des ellipses qui vont avoir des formes, des fois elles vont être rondes, des fois elles vont être allongées. Et en ce moment, en fait, on est dans une phase où tu as le dogme des personnes qui jurent que par Nerf et le dogme des gens qui jurent que par Gaussian splatting. Et les deux ont des avantages et des inconvénients. Et donc Nerf, effectivement, un chicken bit, on utilise, notamment pour la profondeur. Mais pour la représentation visuelle, en fait, un Nerf ne va pas être capable aujourd'hui d'être affiché dans un navigateur web à distance, par exemple. On va plutôt utiliser une représentation encore plus compacte par un ensemble de petites gaussiennes qui va nous permettre en fait de streamer l'intégralité de cette représentation dans un navigateur web, moi j'aime dire de mamie, mais en termes d'accessibilité, Nerf, si tu veux stocker une grosse scène, il faut des gigaoctets de data, de RAM sur ta carte graphique. C'est pas gérable en fait. Avec Gaussian splatting, tu peux compacter énormément
ton signal, et surtout, l'apprentissage est beaucoup plus rapide et a une représentation encore un peu plus large. Ouais. Typiquement, ce qu'on arrive maintenant à prendre, c'est cette table, elle est parfaite. Elle a une petite laque, elle a une texture de bois, mais quand on bouge légèrement la tête, on voit que la laque bouge en fonction de l'éclairage incident des lampes. En fait, ça, c'est la spécularité. Et en fait, embarquer la spécularité dans un réseau de neurones, donc cet effet visuel qui va dépendre de on va dire la position de l'observeur, c'est un problème. En photogrammétrie, c'était la mort. Parce que, typiquement, on peut pas désambiguer facilement la position d'une caméra relative à une autre position si on regarde un objet qui est très spéculaire. Parce qu'on a besoin de connaître la position de l'objet complet. Donc c'est parce que la spécularité va induire un problème de profondeur. Il faut parce que alors du coup j'essaie juste de comprendre le problème parce que c'est pas les problématiques auxquelles je suis habitué. C'est qu'en fait tu vas avoir le reflet d'un objet sur ton objet et du coup ta caméra traditionnelle peut y voir un objet qui est placé plus loin, c'est ça ou... Non, je vais reprendre. En fait, traditionnellement, computer vision, pour estimer la profondeur, la distance d'un objet, typiquement nos yeux, on a 2 images de chaque côté. On a nos yeux qui sont légèrement décalés, à peu près 6 cm entre les deux, en moyenne, 6 cm et demi même. Et en gros, tout simplement, notre cerveau fait le calcul de la stéroscopie, c'est-à-dire il va comparer la différence de décalage entre mon œil gauche et mon œil droit pour estimer la profondeur. Ça marche parce que nos 2 caméras, nos 2 yeux, on va dire chaque œil est une caméra, on connaît la position relative, notre cerveau il a appris en fait la position relative de notre œil par rapport à l'autre, donc il sait estimer la profondeur par ça. Quand tu prends des photos, tu ne connais pas nécessairement la position relative d'une prise de vue par rapport à une autre. Ton appareil photo, par défaut, ne le connaît pas. Donc il faut réussir à créer cette relation, cette mise en correspondance. Cette mise en correspondance, elle se fait avec de la computer vision habituellement traditionnelle. Tu vas essayer de trouver des points d'intérêt qui vont être communs dans les 2 images et tu vas pouvoir retrianguler et inférer finalement la profondeur. Le problème, un matériau un peu spéculaire va venir mettre un peu la pagaille dans ce système-là parce qu'en fait, il va bouger entre les deux images. Sa profondeur va pas être la même. Et donc, tu dois choisir, une fois que tu as estimé ta pose de tes caméras, si tu as une caméra qui était dans une vue trop spéculaire, mais finalement, elle ne va pas bien être placée. Quand tu vas l'utiliser pour minimiser on va dire, l'estimation de ta géométrie, ta surface sur la table, en fait, elle va te créer un trou. Parce qu'elle pense que l'objet est plus loin ou plus avancé, donc tu as des bosses, tout. Donc en fait c'est dégueulasse, personne ne veut ça. Et donc après tu vas essayer de mettre des contraintes planaires, etc. Alors tu dis non, on va prendre plus de photos. On prend plus de photos, mais une fois que tu as pris plus de photos, tu te retrouves à modéliser la réflectance de ta surface, vraiment sa réflectivité par rapport à l'angle ascendant, et essayer d'inverser le processus pour savoir si l'erreur tu la mets dans le matériau ou dans la profondeur. Et en fait c'est une ambiguïté qui est à résoudre en permanence dans les problèmes de capture, de savoir est-ce que c'est un problème de matériaux ou est-ce que c'est un problème lié à une différence de profondeur. Ce qu'a apporté NERF un petit peu dans ce sujet-là, c'est pas tant d'être capable de résoudre ce problème, on va dire, d'ambivalence, parce qu'il faut quand même connaître la position relative des caméras les unes par rapport aux autres, mais par contre de stocker la représentation qui dépend de la position de l'observeur, ça a fait un bond significatif parce qu'il n'y a plus besoin de triangle, il n'y a plus besoin de texture, tout ça s'est affranchi, et en fait ça a permis l'émergence de tout un tas de techniques qui se sont, on va dire, accaparé ce principe qui a plus de 20 ans. Le premier papier de recherche qui parle on peut modéliser la fonction plénoptique à 100%, ok, très bien. En fait, il n'y avait aucune optimisation qui avait réussi à le faire correctement avant NERF. Maintenant, on utilise des gaussiennes, on n'utilise plus un multilayer perceptron, mais on va venir peupler le monde de gaussiennes. Et c'est les gaussiennes qui vont venir absorber, en fait, l'erreur. Et cette technique, elle n'existe que parce qu'il y a eu ce travail sur NERF un petit peu en amont. Et eux, ce qu'ils vont faire dans le papier papier maintenant qui est largement diffusé, c'est qu'en plus d'apprendre de peupler le monde de petites gaussiennes partout, ou même des grandes, on va gérer la transparence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir empiler des gaussiennes. Donc, pour ceux qui ont fait des transformés de Fourier, ils savent que si tu veux faire un mur droit avec une somme de gaussiennes, il va t'en falloir beaucoup, mais en apparence,
visuellement, un mur blanc avec une somme de Gaussian, il apparaîtra blanc, même si tu t'es un petit peu trompé dans ta répartition on va dire, d'échantillonnage de ta surface. Si tu n'as pas bien mis le nombre de Gaussian, c'est pas grave, elles vont grossir pour venir absorber l'erreur. Et au fur et à mesure, les unes par rapport aux autres, elles vont faire en sorte que ce que tu observes est bien blanc quand tu as regardé un mur blanc sur une photo. Là où l'apprentissage est élégant, c'est que les Gaussian ont une propriété qui est très importante en mathématiques, elles sont infiniment dérivables. Donc en gros, on peut les additionner et on peut comparer l'image d'entrée à ce que l'on est en train d'entraîner. Et en fait, tout ce qui est backward propagation, inversion, calcul de la dérivée pour minimiser l'énergie, on peut le faire à la main, en fait. Okay. Et ça a permis de booster les temps de calcul et d'accélérer vraiment le process d'apprentissage d'une représentation qui permette de compacter une scène dans une somme de Gaussian qui est importante. Et là où le système est assez intelligent sur ce volet-là, c'est que les Gaussian, en fait, quand on va les splatter, on va venir les écraser, et on va les transformer en triangles, comme à l'ancienne, et en fait, elles vont prendre la couleur qu'on va leur attribuer en fonction de l'angle par lequel on regarde. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de faire du rendu photoréaliste dans un navigateur web, là, maintenant, quasiment at scale. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc les impacts sur l'industrie du retail, l'immobilier, l'inspection, pour nous on est en plein dedans, tout ce qui est inspection de voitures, tout va se transformer. Parce qu'on a la capacité de capturer du contenu photoréaliste avec un téléphone qui est plus immersif qu'une simple photo. On en parlait un petit peu en préambule avant, les casques de réalité virtuelle, Meta, Vision Pro, etc. Effectivement, ils vont être complètement boostés par l'arrivée de ce genre de techno qui vont tenir dans un téléphone mobile. Parce que quand vous allez me mettre un casque, là on va visualiser du contenu un petit peu statique. En fait, tout le monde va être capable d'ici quelques mois de capturer du contenu même dynamique, parce que les contenus dynamiques sortent, mais en tout cas immersif pour se dire tiens, j'ai pris une photo dans une forêt, je suis dans la forêt et j'ai pas un rendu qui est complètement crade et j'ai l'impression d'être dans la forêt ou dans un site. Donc ça va changer pas mal de choses en termes d'immersion et d'expérience. Donc c'est assez intéressant. Parce que du coup, ça va se retrouver sur des technos, donc de casques de réalité augmentée, ou même là, on voit se multiplier les annonces de Google et Apple sur la retouche de photos, où du coup, tu peux modifier la profondeur de certains objets. C'est ça la dinguerie. Je pense que la recherche a été très vite, mais l'industrie a été particulièrement incroyable. Tous les moteurs de jeu, Unity, Unreal, intègrent en fait les Gaussian ou du Nerf pour de la production. Il y a même des projets open source qui sont nés tels que Nerf Studio, etc., qui permettent en fait, il faut une grosse machine, je ne vais pas cacher, il faut vraiment de la grosse carte. Si vous n'avez pas 24 Go de RAM sur la carte graphique, ça va commencer à être compliqué dans certains cas. 8, c'est vraiment le minimum. Mais on peut tout seul entraîner son réseau de neurones à partir de code open source. Ça prendra du temps, parce qu'il y a plein de choses à faire pour que ça mette beaucoup moins de temps. Mais c'est possible. La particularité, c'est que c'est une technologie qui devient accessible au sein d'un téléphone, avec bien sûr du back-end. Donc nous, après, par exemple, pour 2-3 minutes de capture, il nous faut plus de 30 minutes de calcul sur nos serveurs pour calculer cette représentation. Et on peut diviser facilement par 2 encore. Voilà. Après, est-ce que d'utiliser... c'est toujours pareil, on peut le faire, mais est-ce que j'ai envie de reconstruire une tasse sur la table pour me dire, tiens, j'ai dépensé tant de centimes pour construire une tasse en Nerf ou en Gaussian splatting. En l'occurrence, on a pris plutôt le virage Gaussian splatting dernièrement, mais on a toujours notre techno Nerf on va dire dans les tiroirs, parce qu'elle nous sert à autre chose. Mais l'universalité d'accès à cette techno d'acquisition n'était pas envisageable il y a 3 ans. Maintenant, tu vas avoir le casque pour visualiser ton contenu et tu vas devoir apprendre à le capturer. Donc c'est pareil que l'appareil photo de ton téléphone, Instagram, etc. Ça a démarré. Il y a Photoroom maintenant, on enlève, on édite les photos, etc. Dans quelques mois, tout le monde pourra éditer son splat directement sur son téléphone. Il y a une 50aine de boîtes maintenant qui sont parties sur les chapeaux de roue pour proposer des applications
de capture de contenu, surtout des objets, du retail, parce que scanner des objets pour la vente en ligne, etc., ça devient la norme. Hein. Maintenant, on a même des équipes qui travaillent à scanner des objets à grande échelle pour te permettre d'avoir un catalogue. Alors, il y a peut-être un élément, il y a un élément, je suis pas sûr de comprendre. Ouais. C'est que tu as parlé, donc, soit sur la partie gaussienne ou sur la partie nerf, de la disparition du triangle. Mais il me semble que les cartes graphiques aujourd'hui, quand elles représentent quelque chose, elles utilisent des triangles. Du coup, pourquoi est-ce que le fait de plus avoir le triangle, c'est un gain, alors qu'il y a un moment, il faudra se convertir vers cette mécanique de triangle? L'héritage du triangle, effectivement, là, une carte graphique, c'est fait pour, à la base, pour rasteriser du triangle. C'est sa raison d'être, presque, à l'origine. On s'en sépare, effectivement, du triangle, parce que le CUDA et le GPU computing a fait qu'on n'en a pas besoin pour tout ce qui est traitement d'image, etc. Mais le triangle, un moteur de jeu, il utilise du triangle pour produire du contenu. Il se trouve qu'un nerf ou un Gaussian splatting, on arrive à le compacter dans des objets qui servent, par exemple, comme pour les particules, dans les moteurs. Et parce qu'on a une connaissance sur les particules, donc qui sont juste des points, on sait rasteriser rapidement, en fait, ces éléments dans un moteur de jeu. Par contre, effectivement, quand je vais capturer un logement entier, ma représentation de stockage, elle n'a pas de triangle au moment du stockage. C'est au moment de la génération, on va dire, à la volée. Vraiment, tu charges ta scène, tu as plein de petites gaussiennes, mais au moment de faire le rendu, la rasterisation, vraiment, tu as un ensemble de primitives géométriques qui sont des gaussiennes, ne sont plus des triangles, mais au moment de programmer, en fait, dans une carte graphique, tu as vraiment l'étage, vertex et fragment shader. Au bout d'un moment, tu écrases ta géométrie contre un bloc, et là, tu crées un triangle, en fait, de toute façon. Et là, tu viens programmer. Donc, ton triangle, il est toujours là. Par contre, il ne sert pas à stocker un objet avec une représentation X, Y, Z, avec une normale, une texture. Parce que plutôt qu'une texture, dans une gaussienne, tu peux stocker soit une couleur, mais en fait, ça a même encore été un cran au-dessus. On a même utilisé, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais des bandes de fréquences, des harmoniques sphériques, pour empiler en fait, des représentations qui font que tu vas pouvoir stocker tous les effets d'un matériau pour un point, une gaussienne, et tu vas empiler les fréquences de représentation. Donc typiquement, la moyenne, ça va être l'étage 0. Et puis en fonction de comment tu tournes autour, tu vas venir encoder en fait, des étages supplémentaires de représentativité sur des harmoniques sphériques. Donc là, pour ceux qui ont fait de la physique il y a très longtemps, c'est vraiment des harmoniques sphériques pures et dures. Ça, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à regarder en détail ce que ça fait. Mais tu peux vraiment compresser sur une seule gaussienne 16 niveaux de couleurs qui vont répondre en fonction de comment tu le regardes. Et c'est pas j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas une perte d'efficacité d'avoir cette conversion en fait d'un nuage de points vers un triangle? C'est une bonne question. Tu as une perte d'efficacité dans le calcul de la représentation, parce que, effectivement, d'avoir des gaussiennes, tu dois interpoler. Alors, les gaussiennes ont l'avantage, c'est que ça interpole plutôt bien quand elles ont tous leurs étages, mais comme tu compactes l'information sur beaucoup de niveaux d'harmonique sphérique, tu es obligé de toutes les interpoler pour générer ton rendu final. Donc, tu as un problème qui va apparaître, c'est plus tu empiles d'informations sur un point, sur une seule gaussienne. Donc si tu mets 16 niveaux de couleurs, 16 canaux RGB, là où tu en avais un seul pour la texture, et tu faisais un seul canal RGB, ton information est 16 fois plus importante. Donc tu as le problème de la compression, parce que ça ne tourne pas dans ton navigateur web. Donc tu es obligé de faire des choix. Qu'est-ce que tu enlèves, qu'est-ce que tu gardes? Et là, c'est là que tu abîmes en fait, tout ton apprentissage, et tu dis, mince, en fait, mon triangle il était plus petit, plus compact, parce que derrière, il y a 25 ans, peut-être même, on peut dire 30 ans, d'héritage d'industrie du film, du jeu, pour compresser la géométrie avec des beaux triangles. Et tous les moteurs de jeu sont capables de lire même des modèles 3D avec énormément de polygones, des millions.
parce que la carte graphique, c'est le manger. C'est toujours été designé pour ce type-là. Ton moteur, il est optimisé pour ça. Et là, tu viens créer une nouvelle structure de représentation qui, effectivement, détourne. Et en fait, le podcast s'appelle If. En fait, tu as 2 primitives à gérer. Tu as du triangle et une gaussienne. Donc, en fait, ton pipeline graphique, il a déjà deux étapes différentes à régler dans si tu veux maintenir de la fréquence à 60 frames par seconde pour la qualité de rendu dans un jeu. En fait, tu vas devoir consacrer une partie de ton temps à gérer le pipeline traditionnel du jeu, avec du triangle, puis une autre partie du pipeline où tu vas faire des ifs pour gaussienne platine. Donc l'intégration des deux fait que c'est une carte graphique, elle n'aime pas ça. Elle aime bien avoir une seule et unique représentation, et du coup d'avoir des couches de traitement, ça fait que ralentir en fait le workflow. Donc le triangle n'est pas mort, loin de là, parce que toute l'industrie graphique repose essentiellement sur du triangle, mais elle est challengée parce qu'il y a une nouvelle représentation qui arrive, notamment pour capturer l'existant. Alors computer graphics, à la base, c'est je crée dans mon logiciel 3D tous mes triangles à la main. Donc là, c'est le processus inverse qui est en train d'arriver. La bascule entre les deux, pour les films, c'est pas très grave. Ils ont l'habitude de manipuler des pipelines de data gigantesques. Pour le jeu, c'est beaucoup plus problématique parce qu'effectivement, tu as les contraintes de performance. Et puis pour l'industrie, le bénéfice de ce genre de techno, c'est le photoréalisme. Typiquement, nous, on a un dégât des eaux, une inspection sur un site. Là où tu avais des photos, là, tu vas pouvoir venir tu viens dans ta scène. Tu prends 2 points, tu peux mesurer une surface, tu peux te rendre compte de ce qui s'est passé, tu peux mettre un commentaire, tu crées une petite balise, tu mets un commentaire, qu'est-ce qui s'est passé là, je comprends pas bien là, et tu peux aussi fluidifier les échanges avec des acteurs tiers. Donc ça va venir en fait compléter un petit peu tous les processus d'échange d'informations, parce qu'on va pouvoir transférer de la géométrie contextualisée avec un niveau de rendu qui n'existait pas avant. Et ce que sache le game changer, c'est qu'avant, pour faire ça, il fallait quand même beaucoup d'outils qui n'étaient pas accessibles au sein d'un téléphone portable pour la capture. En fait. Et donc du coup, aujourd'hui, ces technos n'utilisent pas le gyroscope d'un appareil photo pour voir un peu le mouvement qui s'est opéré entre plusieurs prises de vue. C'est uniquement de l'analyse d'une prise de vue à une autre. Et du coup, la question d'après, c'est... tu parlais tout à l'heure des notions de sinistre et d'assurance. J'imagine que tu as quand même des contraintes d'exactitude qui sont quand même assez fortes. Ouais. Et du coup, si tu te bases comme ça sur des calculs des estimations de profondeur uniquement sur de la transition d'un plan à un autre, c'est quoi le taux d'erreur, en fait, du coup, que vous avez là-dessus ? Attends, t'es au niveau du centimètre maintenant. Maintenant, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les téléphones grand public sont calibrés quasiment en usine au niveau de la focale. C'est-à-dire que les paramètres intrinsèques, pour rentrer dans le détail, vous prenez typiquement votre lentille d'objectif d'appareil photo, entre du 24 mm, du 35 mm, 70 mm, donc tout le 24 mm plan large, 70 on commence à faire du portrait. Ces informations, elles sont contenues et mesurées dans tous les téléphones haut de gamme. C'est extrêmement précis, ça passe devant carrément des tables de mesure. On connaît précisément quelle est la focale, même si c'est du plastique, du téléphone, et surtout on connaît la distorsion radiale, c'est-à-dire on ne sait pas faire des trucs complètement lisses, plats, il y a toujours le centre optique est toujours légèrement déplacé. Donc cette information-là, elle est connue dans tous les téléphones, et l'exemple le plus courant que tout le monde connaît, c'est je m'ajoute un filtre Snapchat avec des oreilles de lapin sur les oreilles, ou je vais aller cueillir des Pokémon avec mon application Pokémon, avec un module de réalité augmentée. Le module de réalité augmentée du téléphone, lui, utilise effectivement les paramètres intrinsèques de la caméra, donc focale, distorsion radiale, et il utilise aussi le gyroscope pour permettre de compléter pendant qu'on va se déplacer. On va dire, un gyroscope, ça tourne à très haute fréquence, ça peut tourner, on appelle ça une centrale inertielle plutôt, l'IMU. Ça tourne à plus de 200 Hz, je ne dis pas de bêtises, mais c'est une fréquence bien plus importante que les 30 Hz de ton capteur de téléphone, caméra, pardon, de capteur de ta caméra en enregistrement vidéo. Et en fait,
tous les modules de réalité augmentée, donc AirCore et AirKit sur mobile, sont capables de te traquer au cours du temps. Donc nous, tout notre pipeline de pré-processing, il se fait dans le téléphone avec les outils de base d'AirKit et d'AirCore pour justement avoir la connaissance. Je démarre ma capture, je démarre un endroit T, je me balade dans mon sinistre, et en fait, je connais la position relative au cours du temps entre deux positions. Alors ça, sur le papier, ça marche. La réalité, c'est qu'il faut revenir mettre du scotch pas mal dessus, Ok. mais par contre, ça donne une très bonne initialisation qui nous permet de gagner énormément de temps de traitement. On ne démarre pas juste avec les photos, nous, on démarre avec vraiment une estimation déjà, le timestamp, et puis la position relative, même si elle saute. On a une idée quand même de séquences, de morceaux de séquences qui sont quand même assez fiables. Et on repasse dessus, effectivement, pour stabiliser et minimiser ces erreurs de reprojection. Mais par contre, on ne part pas d'une feuille blanche avec un appareil photo, comme si tu allais prendre une façade avec un réflexe traditionnel, où là, tu dois tout refaire à la main, toutes ces étapes, tu dois les refaire. Nous, on l'a embarqué dans le téléphone une bonne partie. Ok, canon. Et donc, ce que tu disais, c'est que la partie gaussienne, ça génère moins d'erreurs que la méthode NERF, c'est ça? Alors, elle génère moins d'erreurs en représentation en termes d'image, clairement, et le temps de calcul. Ok. Nous, NERF, on l'a beaucoup utilisé pour apprendre à générer des cartes de profondeur, donc de la géométrie. On fait de l'intérieur. Donc, la première utilisation qu'on avait des réseaux de neurones, c'était d'estimer des cartes de profondeur pour être, on va dire, plus précis que ce qu'on peut avoir. Le lidar de l'iPhone n'est pas très précis. Et d'ailleurs, il va se casser la figure sur beaucoup de scènes dès qu'on a une certaine distance. Dès qu'on a plus de 10 mètres, ça tombe. Donc, de toute façon, on ne peut pas se fier systématiquement à son information de profondeur. Donc, on est obligé de l'inférer d'une autre manière pour pouvoir travailler sur un certain nombre de cas. Et parmi les méthodes, utiliser des réseaux de neurones pour générer de la profondeur, c'est quelque chose qu'on nous maîtrise bien. Mais ça ne fait pas de la représentativité, ça ne fait pas de la géométrie. Là où les gaussiennes sont bien meilleures que NERF, c'est sur la modélisation de la représentation de l'apparence. Vraiment, là, c'est très performant. Une gaussienne, c'est même très mauvais pour générer de la profondeur, parce qu'en fait, elles ont ce défaut. C'est l'inconvénient des gaussiennes, c'est on les sème, on va dire, à partir du nuage de points qu'on a en entrée. Mais une fois qu'on les a entraînées, elles ont cette notion de transparence pour les superposer les unes par rapport aux autres. Donc typiquement, un mur blanc, c'est une somme de gaussiennes qu'il y a derrière blanche avec un niveau de transparence qui fait que j'ai l'impression d'avoir un mur blanc. Si j'essaye de les regarder d'un point de vue, quand je les rasterise d'un point de vue purement profondeur, géométrique, mes gaussiennes, elles vont venir déborder de partout, on va dire elles se mettent pas de manière bien planaire. Sur les images, il faut les contraindre pour arriver à ça. C'est toujours pas évident. Et on peut très bien avoir des gaussiennes qui flottent dans l'espace et qui vont venir perturber la sensation de profondeur. Tu peux avoir des gaussiennes pratiquement transparentes. Tu as tout ce travail de filtrage sur la représentation de la scène, comment est-ce qu'on va peupler le monde de gaussiennes, qui finalement se réappuie sur les bons vieux papiers d'il y a 20 ans pour essayer d'approximer une surface et de les disposer correctement pour échantillonner, on va dire, une surface de la meilleure des manières. Mais le papier d'origine ne couvre pas la totalité des besoins sur ce sujet-là, mais voilà, il est déjà excellent par rapport à beaucoup d'autres méthodes de génération de représentation 3D. Alors, donc, du coup, ces deux méthodes, le gain, il est sur une capacité de reproduire une texture, une couleur, une température d'un objet, ou sur la précision de la distance le côté 3D. Alors, j'essaie de... Alors, ouais, ok, je vois. La fidélité, en fait, de l'apprentissage. Alors, NERF, à la base, n'est pas très bon pour la profondeur. Nous, on a notre propre méthode d'apprentissage qui est plutôt douée, donc c'est possible de faire des choses très précises en termes de profondeur avec du NERF. Gaussian splatting, la profondeur, non, c'est pas fait pour produire de la géométrie. Okay. C'est mauvais. NERF est bien meilleur. Clairement, il n'y a aucun débat là-dessus, de mon point de vue. Néanmoins, NERF, les neural resonance fields tels qu'on les
les reprendre ne sont pas capables d'avoir cette couverture de l'apparence aussi riche. Et il faut voir vraiment Gaussian splatting comme un espèce de Pollock, quoi. C'est comme si on se mettait devant une image et on balance plein de points n'importe où. Et ils ne sont pas n'importe où, ils vont se mettre à un certain niveau de profondeur, etc., bien sûr. Mais ils vont, pendant la phase d'apprentissage, qui est une minimisation qui est plus proche de minimisation d'énergie traditionnelle, plus qu'un MLP de réseau de neurones, on n'est pas dans une black box. On a la dérivabilité, on sait que cette gaussienne, à ce pixel-là, c'est à correspondant cette image à ce point-là, et dans cette image à côté, l'apparence, elle a légèrement varié. Donc on sait que c'est du blanc qui doit être appris, ou une petite texture bleue. Donc il va apprendre à gérer ça. Nerf, en fait, pour apprendre des éléments fins, il lui faut plus de paramètres, en fait, pour contenir dans son MLP plus d'informations. Et donc tout le challenge, c'est de savoir quelle est la taille du MLP, quelle taille de MLP j'ai besoin pour stocker telle scène. Et au bout d'un moment, en fait, ça ne tourne pas en mémoire. Donc il y a des personnes qui ont travaillé sur comment est-ce qu'on fait plein de petits réseaux de neurones et pour s'attaquer à un ensemble d'objets, et on va les fusionner après coup. Mais tu ne peux pas les lire tous en même temps parce que tu n'as pas assez de place sur ta carte graphique pour le faire. Les cartes graphiques aujourd'hui, c'est les plus grosses, 96, les H100, tu auras toujours un problème de compression de l'information que tu veux stocker. Donc c'est pas viable dans le temps de toujours chercher à grossir. C'est plus cet aspect challenge entre la dualité entre la compression et la fidélité qu'il faut savoir, ce dont j'ai vraiment besoin. Nous, en intérieur, c'est pour ça qu'on n'a pas acheté tout ce qu'on a pu faire sur Nerf précédemment. Ce qui nous intéresse, c'est la mesure fidèle en intérieur. Aujourd'hui, Gaussian splatting ne nous permet pas d'avoir la même précision qu'avec Nerf. Par contre, on peut contraindre Gaussian splatting par rapport à ce qu'on a appris avec Nerf pour se renforcer, mais c'est vraiment pas du tout les mêmes représentations. Et en ce moment, il y a vraiment, si les gens suivent un peu Archive, etc., il y a 3 papiers par jour sur Gaussian splatting à sortir, et pareil sur Nerf. Et donc il y a 2 dogmes qui sont en train de s'établir. Donc, soit on prend un Nerf, soit on prend Gaussian splatting. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Il y a des travaux de compression sur Nerf qui ont été faits, qui permettent d'avoir des rendus haute fidélité. Mais par contre, derrière, il faut un serveur qui crache avec des grosses cartes graphiques. C'est plutôt l'universalité d'accès, à quel point elle est importante, en fait. Okay. Nous, on a fait le choix plutôt de partir sur quelque chose qu'on peut transférer facilement dans un navigateur web, pour pas consommer avec des machines en permanence derrière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est apprendre une fois et pouvoir visualiser dernièrement avec le moins d'espace disque ou RAM possible, quoi. Parce qu'il faut que ça marche partout. C'est pas la même contrainte en fonction de toutes les industries et quelle application on peut avoir besoin. Ouais. Et est-ce que sur ces deux technos-là, ou même versus ce qui se faisait avant, est-ce que tu as Parce que tu vois, donc dans Nerf, on est sur un réseau de neurones. L'IA, on sait qu'elle est plus efficace quand elle a beaucoup d'informations. Est-ce que si je te donne 3 photos d'une scène, ça te suffit, toi, avec Nerf, pour faire des trucs? Ou est-ce qu'il te faut au minimum des photos qui sont décalées de pas plus de 3 cm? Enfin, tu vois, est-ce que c'est quoi les critères de minimum d'information? C'est plus complexe que ça. Alors effectivement, la différence entre Nerf et Gaussian splatting, c'est que Nerf va être capable d'extrapoler un peu plus, parce qu'il va apprendre des fonctions, on va dire, analytiques, quoi. C'est vraiment des sommes de fonctions sur choisi, on va dire des steps ou des sigmoïdes dans les fonctions d'activation. Il va apprendre à dessiner un signal et en fait il va extrapoler. Donc il va se mettre à halluciner comme le fait ChatGPT. Voilà, c'est la propriété des MLP, ça hallucine. Donc la généralisation de l'hallucination sur Nerf, elle est intéressante. Parce que sur Gaussian splatting, tu l'as pas. Tu l'as pas de la même manière. Donc c'est plutôt ce dilemme-là qui existe. Alors il y a un nouveau champ de recherche qui a émergé. Et donc là, c'est pareil, il y a 2 dogmes. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du step. Je pense que tout le monde connaît Stable Diffusion. Pareil, maintenant, on génère des 3D gaussiennes et on génère des Nerfs à partir de bases de données d'apprentissage qui ont été conçues
pour apprendre à halluciner à partir d'un champ de texte. On va générer un modèle 3D, enfin un modèle 3D, un modèle NeRF, ou de l'autre côté, un modèle 3D gaussien. Et là, on est dans le même univers. Les deux existent, les deux se font. Lequel va aller au bout franchement, j'en sais rien. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a deux dogmes qui se mettent en place. Et c'est plutôt une histoire de confort et de certitude. Chacun doit se faire un peu sa conviction entre l'un et l'autre. Mais voilà, les deux existent. Mais cette capacité à halluciner, c'est vrai qu'elle est propre au réseau de neurones type MLP, etc. Là, le Gaussian splatting, finalement, c'est vrai, ça fonctionne dans un environnement PyTorch. On pourrait dire, ouais, c'est du deep learning 100%. En fait, non, pas du tout. C'est vraiment une minimisation. Ça utilise les librairies de dérivabilité qu'on utilise en deep learning pour les MLP, etc. Mais par contre, intrinsèquement, ça n'en est pas. Donc, pour tout le grand public, ça va être de l'IA, dans les deux cas. Mais fondamentalement, derrière, il y en a un qu'on est capable de dériver à la main et l'autre, non, on ne peut pas. Ouais. Et en termes de puissance, c'est ce qui a permis aussi, sur Gaussian, d'implémenter en bas niveau, en CUDA, la rasterisation, de la dérivabilité et d'aller finalement plus proche de la réalité, plutôt que de laisser le réseau de neurones démarrer. Donc, au bout du compte, les deux sont là, les deux se développent, et est-ce qu'ils vont se rejoindre? En tout cas, l'un n'existerait pas, enfin, Gaussian splatting n'existerait pas, clairement, si NeRF n'avait pas existé, enfin, en tout cas, de mon point de vue, ça n'aurait pas pu voir le jour, mais les deux techniques sont très différentes et n'ont pas le même potentiel, dans la manière dont ça va être développé. Mais donc du coup, il y a besoin de plus de matériel de capture sur la gaussienne que sur NeRF. Ouais. En sachant que sur NeRF, moins tu as de matériel, plus le taux d'erreur sera important. Exactement. Exactement. Tu vas apprendre à générer qu'une seule image. Alors tu peux aussi générer des gaussiennes à partir d'une seule image, puisque tu peux générer des gaussiennes sur une seule image 2D, ça va marcher. Après, le taux d'erreur, ça dépend de ce que tu as pris en photo. Franchement, faut mesurer. Tu as une mesure qui est utilisée qu'on appelle, qui vient plutôt de la compression d'image et de la vidéo, qui s'appelle le PSNR, le Peak Signal Noise Ratio, qui permet d'évaluer. Et en fait, là, je ne sais pas te dire exactement combien d'images il faudrait pour faire une telle scène avec NeRF ou Gaussian splatting, mais les deux n'ont pas les mêmes propriétés en fait. Une fois que l'apprentissage a tourné, 3 photos, c'est quand même pas beaucoup, mais ça dépend de ce qu'on prend en photo. Pour donner un exemple, sur des objets, on va plutôt être à 16, 30. On va essayer de couvrir l'objet un petit peu autour d'un hémisphère pour essayer de le capturer sur tous les angles de vue. Et tu vois, j'ai fait ma voiture il y a pas longtemps, avec un flux vidéo, je pense qu'on utilise peut-être 150 images, mais on les a extraites automatiquement du flux vidéo pour bien les choisir, et pour contraindre l'apprentissage le plus possible. Donc, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas beaucoup d'informations, pour converger, tu mets plus de temps, parce qu'il faut résoudre un certain nombre de... En termes d'usage de ces technos-là, est-ce qu'on va être plus sur l'idée de capter un environnement d'une pièce, par exemple, dans laquelle je vais me situer, notamment pour de la réalité augmentée, et donc pouvoir ajouter des éléments à cette pièce-là en disant, du coup, il est derrière le fauteuil, mais il est avant le mur, et donc il est caché par ça? Ou est-ce que c'est plus utilisé, parce que tu nous parlais notamment beaucoup de l'aspect de texture, de couleur et de matière de chaque objet, est-ce que c'est plus utilisé pour générer un modèle 3D d'un objet qu'on pourra utiliser dans un environnement 3D derrière? Je pense que les deux se font déjà. Le capture construct and play, comme on l'appelle, le fait de donner la possibilité à n'importe qui de capturer, d'avoir cette représentation, de la glisser partout. Je pense qu'on peut faire un peu de pub pour une boîte qui s'appelait Sketchfab, qui a été rachetée par Unreal. C'était le moteur, c'était l'idée de base, avec la photogrammétrie, de donner des bibliothèques de modèles 3D partout, pour pouvoir les prendre, les drag and dropper partout. Ça va arriver, parce que de toute façon, tout le monde le veut, pour capturer un objet, etc. La partie... attends, j'ai perdu le... Est-ce que c'est plus du coup pour capter un objet, ou pour capter un environnement, pour placer les objets dans l'environnement? Les deux. Vraiment
vraiment les deux. La capture construct and play, ça c'est sûr, elle va émerger pour le grand public, c'est évident. Par contre, le côté industriel, capturer un environnement et le glisser, les annotations, typiquement capturer un logement d'intérieur, une pièce. Aujourd'hui, soit tu prends un ensemble de photos, il t'en faut une centaine pour faire un modèle 3D, soit tu prends une Ricoh Theta 360, soit tu viens avec un scanner 3D pour capturer, pour ensuite venir éditer. Là, en quelques minutes, même pas moins d'une minute, tu as capturé ta scène, tu as sa représentation et tu peux travailler dessus pour faire des annotations. En fait, ça va venir accélérer tout ce qui est processus de visite virtuelle, d'inspection. Et de l'autre côté, sur l'usage, l'ajout, ça permet de revisiter vraiment les deux usages. Lequel va aller le plus vite, ça, c'est une vraie bonne question. Ce qui est sûr, tu peux pas non plus proposer... il faut quand même des machines importantes derrière. Donc il y a un coût d'utilisation de ces technos une fois que tu as capturé. Il y a un coût. Donc tu peux pas non plus proposer une application gratuite ad vitam aeternam pour faire ce genre de technologie, parce que ça a un coût qui est vraiment important et qui est pas scalable, sauf si tu arrives à craquer ce problème-là, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais il va se diffuser auprès du grand public. Le côté industriel sur l'inspection, là, il y a un problème de capacité à capturer rapidement du contenu. On utilise toujours des lidars, ensuite il faut exporter les scènes, ça fait des gigaoctets, des fois il faut plusieurs jours pour retraiter avec des géomètres, récupérer le modèle. C'est très très long. Il y a un travail humain qui est colossal. C'est très cher parce que derrière, aujourd'hui dans les process, tu fais un modèle 3D avec un lidar, avec un géomètre, etc. Ça va te coûter, même pour une maison, ça te coûte 2 000 €. Donc pourquoi est-ce que tu vas le faire? Rénovation énergétique, etc. Oui, bien sûr. Mais t'as pas démarré qu'on te demande déjà 2 000 € pour modéliser ton plan. Bah non, en fait. Ton maître d'œuvre, il vient avec son maître pour aller plus vite. Par contre, il fait des erreurs. Nous, on le voit dans les DPE, etc. Des fois, la cage d'ascenseur qui est en plein milieu de l'immeuble, qui n'a pas été bien référencée dans les plans avec ses propriétés thermiques, tu perds un peu le fil. Donc, ça va quand même remplacer le croquis assez vite, qui est quand même toujours important. Mais ça va venir vraiment se mettre au milieu entre quelque chose de très fin, mais qui prend 3 semaines à être livré, et quelque chose qui va être livré en moins de 30 minutes. Donc bien sûr, tu n'as pas tout, mais tu as suffisamment pour faire chose. C'est vraiment accélérer des processus de production qui existent déjà et qui vont permettre à tout le monde d'y accéder plus vite, parce que c'est le but aussi de ce genre de techno, quoi. Et est-ce que justement ces technos sont facilement accessibles pour n'importe quel dev? Est-ce qu'il y a des SDK, des librairies qui nous permettent de facilement commencer à transférer un ensemble de photos vers une édition 3D, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore quand même réservé à des gens dont c'est le métier comme toi? Ouais, alors en termes d'accessibilité, tu as plein de tutos. Ouais. Pour démarrer, pour t'expliquer comment capturer, etc. Et c'est là où tout l'enjeu se fait, c'est la capture. Comment tu captures pour justement connaître cette position relative des caméras les unes par rapport aux autres. Si ça rate, ton réseau de neurones, il n'apprendra jamais. En fait. Parce que ces contraintes d'apprentissage, c'est la position relative d'une image les unes par rapport aux autres prises par un appareil photo. Si cette étape-là, tu n'arrives pas à la craquer, tu vas être embêté. Aujourd'hui, tout le monde utilise des logiciels open source, tels que Colmap, qui est excellent, mais il n'est pas suffisant par rapport à ce que nous on fait en termes de qualité. On n'utilise pas. On parlait il y a quelques mois ICCV, il n'y a aucune grande, on va dire, boîte qui utilise ce genre de logiciel open source. Pas parce que ils sont pas bons, ils sont juste plus assez précis par rapport aux exigences qu'on s'impose. Et pour comprendre les limites, en fait, après, il faut tout enlever, refaire, et il faut garder que les blocs fondamentaux qu'il faut garder. Donc oui, on peut démarrer assez rapidement, il y a plein de codes open source, il n'y a pas de souci. Mais très vite, on va se retrouver dans des contraintes qu'on n'a pas envie de gérer. Et typiquement, les problèmes de focus sur les terminaux mobiles, problèmes de balance des blancs qui se mettent en automatique, qui vont faire qu'un mur qui est blanc, à un moment il vient jaune, à l'autre côté il est bleu. Bon, t'as pas envie d'avoir cet effet-là au final. Donc il faut reprendre la main en fait sur le procédé de capture avec une attention qui est très autoritaire sur toutes les étapes du pipeline, parce que finalement à la fin ton apprentissage il est contraint
c'est vraiment du machine learning supervisé, une minimisation. Si tes données d'entrée sont pas bonnes, mais tu vas apprendre à faire des choses qui sont pas bonnes dans ton résultat. Et la contrainte sur les données d'apprentissage, elle est très très forte. Donc, pour aller loin, effectivement, il faut un niveau d'expertise, mais il y a quand même donc Colmap pour démarrer en photogrammétrie, c'est très bien, Meshroom aussi, qui est fait en France par un studio de prod et Sound Technicolor. Ça va dire, c'est les deux plus gros frameworks open source qu'on peut trouver. Et puis derrière, la communauté autour de Nerf et Gaussian Splatting. Le code de Gaussian Splatting est même disponible en open source. Il faut une licence commerciale pour l'utiliser. Et puis derrière, voilà, c'est un papier, c'est un peu ce que disait Sophie dans l'épisode 237. Ouais, c'est un papier de recherche. Donc après, il y a ça fonctionne. Mais nous, on a refait notre viewer, on a refait plein de choses autour pour industrialiser. Ça suffit pas. Par contre, ça donne une très belle base de départ. On a acheté une licence, mais derrière, autour, on a dû refaire énormément de choses pour pouvoir l'utiliser parce que tel quel, c'est pas industrialisable en fait. Okay. Il y a beaucoup de travail à faire autour. Mais en soi, on peut démarrer avec ça pour vérifier s'il y a un intérêt commercial, si on sait ou pas. C'est possible. Top, super intéressant. Pour terminer, donc déjà merci beaucoup pour cette discussion et cette découverte de ces technos. Pour terminer, j'aurais 2 questions rituelles pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast IFTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Ouais, plutôt un retour en arrière. En fait, dans le machine learning, aujourd'hui, tout le monde s'excite sur Archive, LinkedIn, sur toutes les dernières innovations. Mais finalement, il n'y a pas assez de monde à revenir en arrière, 15-20 ans, en arrière, même au moins 10 ans, avant que ça n'existe pas. Finalement, tous les papiers qu'on peut lire, les fondements, typiquement Gaussian Splatting, à la base, c'est anisotropique. C'est des vieux papiers qui ont 20 ans, qui sont derrière certaines des idées. En fait, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte en IA, c'est avec les vieux papiers qu'on revisite, en fait, la manière d'utiliser l'IA, et c'est surtout pas en itérant sur ce qui est sorti il y a 3 jours, parce que de toute façon, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Donc, plus qu'un guide ou autre, c'est plutôt une manière d'aborder l'IA, parce que quand vous rentrez dans ce genre de problème, ça sort tous les jours, donc vous pouvez être pris. Même les chercheurs, dernièrement, se disent, mais c'est la panique. Il y a trop de choses à sortir, on n'arrive plus à suivre. Parce que Archive est là, LinkedIn est là, voilà, faut communiquer énormément, il y a beaucoup de démos à tourner dans tous les sens. Mais finalement, les avancées majeures, elles se font souvent en revenant à des anciens papiers. Et c'est quoi ? C'est parce que les avancées d'aujourd'hui commencent à plafonner et du coup on revient un petit peu à des pistes qui n'ont été pas suffisamment explorées ? C'est plutôt que les progrès en IA sont tels qu'on arrive à craquer des problèmes sur, on va dire, avec un framework de mathématiques particulier qui nous permet de débloquer des idées qui étaient déjà présentes il y a 15 ou 20 ans dans les fondements on va dire de certains problèmes. Et on ne rebascule pas assez dans le passé pour s'inspirer de ce qui a pu être on va dire idéalisé et qui ne marchait pas. Enfin, un papier de recherche, ça ne marche jamais complètement à 100%. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Il y a très peu de papiers qui ont des modèles, du moins en computer vision. De toute façon, c'est la base. Ça marche toujours à 95%, et c'est les 5% restants qui vont bouffer tout le temps. Mais ces 5%, finalement, des fois, c'est peut-être tout jeter et prendre l'idée et repartir d'un papier qui est plus ancien et le booster. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, et même qui est de plus en plus conseillé, de relire les papiers des années 2000 à 2009, notamment en computer vision et computer graphics. C'est le conseil principal. Relisez. Donc il y a un bouquin qui est très bien, le bouquin de Zilewski de Computer Vision ou d'Andrew Zimmerman. C'est des bouquins qui ont plus de 10 ans maintenant. Ils sont toujours en activité, ces chercheurs, mais finalement, ça fait 1000 pages, mais c'est un recueil de l'état de l'art, de tout ce qui se faisait de 2000 à 2010. Pour le bouquin de Zilewski, le bouquin de Zimmerman, c'est les fondements de la computer vision multivue géométrique. Ces deux ouvrages contiennent énormément d'informations sur la construction du domaine de la recherche, qui est maintenant bousculé en fait par les avancées. C'est l'avancée des frameworks. C'est pas que le réseau de neurones, c'est le framework
PyTorch et ses capacités de backward propagation et d'autodérivabilité qui font qu'on arrive à craquer plus de problèmes qu'avant parce qu'on est capable de les exprimer très, très simplement avec ce framework de travail. Et pour terminer, la dernière question, c'est est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace, mais avec une touche tab reprogrammée. Je vois. Très bien. Merci beaucoup Sylvain pour cette discussion. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. On vous mettra le lien en description si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de projet. Je pense que c'est toujours intéressant de s'atteler à ce genre de petits ateliers, petites découvertes, de découvrir un peu d'autres aspects. Et puis donc c'est aussi un moyen de voir des manières différentes de faire des choses que nous on fait de manière peut-être plus facile dans nos différents métiers. Merci à tous en tout cas de participer à tout ça et de partager ce podcast autour de vous, c'est aussi important. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.